19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 23 octobre 2024. Le processus du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique suit son cours normal au Niger. La télédiffusion numérique terrestre TNT présente plusieurs avantages, comme vous allez le voir dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. La TNT, la télévision numérique terrestre, c'est cette façon de diffuser plusieurs programmes de toutes les télévisions du Niger, publiques et privées, de manière groupée sur un seul bouquet, sur une seule fréquence. Petit à petit, au Niger, les téléspectateurs tournent le dos à la diffusion analogique dont la qualité des images et des sons laisse à désirer au profit de la diffusion numérique qui offre une meilleure qualité des images et des sons aux téléspectateurs partout au Niger et dans le monde entier. Vous voyez bien, là on a les deux illustrations. Vous avez la barre en réception analogique et la barre en réception TNT. Vous voyez bien qu'en réception analogique, c'est bruité, l'image n'est pas nette, il y a des grains, mais en numérique, c'est une image qui est claire, il n'y a pas de grains. C'est comme si vous regardez un DVD. Et toutes les chaînes qui sont sur le multiplex, tant qu'elles arrivent au multiplex, vous allez se recevoir de cette même manière-là, net, comme si vous regardez un DVD. Donc contrairement à l'analogique où il faut la plupart du temps jouer sur la position de l'antenne par rapport à la position de l'émetteur, là, tous les programmes sont groupés. Pour passer à la diffusion numérique, la procédure est toute simple. Ce qu'il faut pour les utilisateurs, pour recevoir les programmes de la TNT, est très simple. Vous avez deux options. Soit aujourd'hui, vous disposez d'un téléviseur de nouvelle génération qui est pas capable de faire et l'analogique et le numérique. Ou vous disposez de votre écran traditionnel bombé qui ne fait que l'analogique. Si vous avez une télé nouvelle génération qui fait l'analogique et le numérique comme celle-là, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la recherche et de vous mettre soit sur les canaux numériques ou sur les canaux analogiques. Pour qu'un écran plat, il est de nouvelle génération, c'est vrai, puisse recevoir les programmes de la TNT, il faut qu'il soit doté d'un tuner intégré DVB-T2. Ou vous disposez, entre autres, de votre écran bombé, écran 21 ou bien écran 14, traditionnel que vous regardez à la maison. En ce moment, ce n'est pas la peine de le changer. Tant que vous ne voulez pas changer votre téléviseur, il ne faut pas le changer. Tout ce qu'il vous faut, c'est un boîtier qui va servir d'interface entre la diffusion numérique et votre téléviseur qui lui, il est analogique. Pour simple illustration, quand les DVD sont arrivés, nous n'avons pas été obligés de changer nos téléviseurs. Donc, vous cherchez un décodeur qui est capable de faire du DVB-T2. Dès que vous avez votre décodeur qui est capable de faire le DVB-T2, il suffit juste de brancher l'antenne qui se trouve dehors. Là, non pas sur le téléviseur, mais sur le décodeur. Et comme pour le téléviseur de nouvelle génération qui fait le numérique, vous lancez une recherche automatique. Selon les spécialistes, les télévisions écran plat ne sont pas toutes censées de faire la TNT. En achetant, il faut exiger du vendeur que vous voulez un téléviseur écran plat, bien sûr, mais qui est doté d'un tuner intégré DVB-T2 à l'achat. On branche une antenne dessus, on fait la recherche pour pouvoir capter les chaînes TNT pour vous assurer qu'il peut faire la TNT. Ou bien, sur l'emballage, c'est écrit DVB-T2. Derrière, sur l'étiquette de signalisation, ça doit être écrit aussi DVB-T2. Ou sur la notice de l'appareil, le manuel d'utilisation de l'appareil. Toutes ces options sont mentionnées et décrites. Donc, à l'achat d'un téléviseur, il faut faire très attention. Débuté en septembre 2018, le processus du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique au Niger se poursuit à la grande satisfaction de l'agence nigérienne de diffusion AND qui gère la diffusion avec plusieurs centres de diffusion sur l'ensemble du territoire national.
La situation de handicap n'est pas une fin en soi. Salamatou Idrissa, handicapée de son état, l'a bien compris. Elle s'est lancée de ce fait dans la vente des feuilles de moringa au marché Aboutagui de Yantala. C'est un reportage de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. Elle s'appelle Salamatou Idrissa et son activité, c'est la commercialisation du moringa, un aliment d'une rare importance dans la chaîne alimentaire des Nigériens. Mariée et âgée d'à peu près 42 ans, Salamatou se livre chaque matin à un véritable marathon qui la conduit du marché d'Olé au marché Aboutagui de Yantala où elle commercialise en passant par celui de la rive droite pour s'approvisionner en moringa. ay kan ay tun kulu tay bo gay fataw ko tay go do ay si bor kul dorandi ene ran dora de ne murado kul go feere sanna de gita han fond windu bundo caade kal sur dine jina caada kal sur yirgi ngi sambo fayr noro sika han fo mo da dogonir gudur kayna ker ko girin wayendi. Malgré sa situation d'handicap, cette femme n'a jamais eu de cesse à s'engager pour son autonomie financière, d'où cet appel auprès de ses congénères. Wato kay senting nero de kason ato giro cin kai go dai fatauci dai no ay bon gadira dai ay go gay fatauci kuna albor gorgine ne ma albor botuni ko retar zama albor am bon fagin fatte kan kalsul to ni dinin da kul daran fatte charban dir ko mon boro no ko go boro no mat kul kante no isijaran wana to nasir zama kul kante no dimman duni kurni gudu wakandu mo kul gengi zai wayandi. L'engagement du genre féminin représente un véritable atout pour l'économie, malgré les quelques idées toutes faites qui continuent de caractériser la société. L'enceinte du lycée Bosso de Niamey a abrité cet après-midi le lancement de la première édition de la Coupe médecin colonel Marie Jika de la lutte traditionnelle, une compétition de 3 jours qui réunit les lutteurs de 8 villages de l'arrondissement communal Niamey 1. Le résumé avec Adam Soumana et Halidou Brema. Ils sont 16 lutteurs issus de 8 villages de l'arrondissement communal Niamey 1 à prendre part à ce rendez-vous du sport roi au Niger, la lutte traditionnelle, à travers la coupe dédiée à l'administratrice déléguée du premier arrondissement. En procédant au lancement de cette compétition, l'initiatrice de ce tournoi a de prime abord souligné l'importance de la lutte traditionnelle au Niger. La lutte traditionnelle est une pratique sportive dont l'origine remonte dans la nuit des temps et est organisée à la fin des récoltes ou pour célébrer la saison des pluies. Institutionnalisée depuis presque un demi-siècle, en 1975, la lutte est devenue le sport roi au Niger. Cet événement crée non seulement une ambiance de fête, mais aussi focalise l'attention de tous les Nigériens, y compris ceux vivant à l'étranger, qui suivent avec passion le déroulement des combats. Mesdames, Messieurs, chers invités, la lutte traditionnelle, au-delà du spectacle sportif et folklorique hors pair qu'elle offre, elle constitue un facteur de cohésion qui cadre parfaitement avec l'axe 1 de la vision du chef de l'État, son Excellence Jean le Dugat Abdraman Chani, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. C'est un sport qui réunit la jeunesse nigérienne en particulier. À l'administratrice déléguée Niamey 1 de poursuivre son intervention en lançant un appel à la jeunesse de sa commune et au-delà du Niger tout entier. À tous ces jeunes, j'adresse un message d'espoir. Notre pays a besoin de vous, de votre génie, de votre contribution dans la construction de notre nation. Il vous revient d'inverser la tendance des contre-valeurs en bannissant la paresse, l'indiscipline, l'irresponsabilité, la tricherie, ceci dans le but de consolider la paix et le développement. L'avenir de ce pays repose sur vous, les jeunes. De ce fait, nous invitons à promouvoir le patriotisme, le sens de l'intérêt général, du civisme, la culture de l'amour du travail, de la responsabilité, la paix, la sécurité et la tolérance. Gardez à l'esprit que la lutte traditionnelle, événement culturel et sportif, rassembleur, ciment de notre fraternité, n'est qu'une compétition, quel que soit le gagnant, c'est le Niger qui gagne. Vint le moment tant attendu des combats au nombre de 8 qui ont émerveillé l'assistance.
Notons que les combats se poursuivront jusqu'au vendredi 25 octobre 2024. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, médecin colonel Marie Jika, vient de réaliser à travers cette première édition de tournoi de lutte portant son nom. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la perquisition, un sujet abordé par maître Moustapha Hamidou Nebe Maman, il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. La perquisition est une mesure qui, dans le cadre d'une enquête, consiste pour les officiers de la police judiciaire de chercher des éléments de preuve dans des lieux privés pour essayer de montrer la culpabilité ou non d'une personne à l'issue d'une infraction pénale. Les règles régissant la perquisition diffèrent selon qu'on se retrouve en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire. L'enquête de flagrance, c'est toutes les fois où une infraction vient de se commettre ou dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée a été retrouvée en présence d'éléments laissant penser qu'elle a participé à la commission de cette infraction. Ou aussi, la personne revient reconnaître les faits devant l'officier de la police judiciaire. C'est ces situations-là qui peuvent amener un officier de la police judiciaire à diligenter une enquête de flagrance. Et toutes les fois où la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise que par la saisie des papiers, documents, objets à la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir les objets relatifs aux faits incriminés, on dit l'officier de la police judiciaire se transporte sans désemparer sur le champ alors au domicile de ces personnes pour y procéder à une perquisition dont il dresse un procès verbal. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut se lever, tout policier ou tout garde ou tout gendarme qui soit, pour aller perquisitionner. Il faut que cette personne qui va procéder à la perquisition ait la qualité d'officier de police judiciaire. C'est l'article 16 de notre code de procédure pénale qui a fait ressortir ces personnes-là qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. Les règles régissant cette perquisition sont tout autant définies par la loi. Pour faire une perquisition, toujours en enquête de flagrance, eh bien, la perquisition est faite en présence de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. Il faut forcément la présence de cette personne. On dit en cas d'impossibilité, si la personne ne peut pas, pour des raisons techniques ou pour des raisons matérielles, se présenter à son domicile pour que cette perquisition se fasse en sa présence, l'officier de police judiciaire qui se trouve être sur les lieux doit l'inviter à désigner un représentant pour assister à cette perquisition. Si cette condition ne peut aussi être remplie, eh bien, on dit l'officier de police judiciaire doit désigner 2 témoins. Mais la condition aussi, c'est que ces 2 témoins ne doivent pas être sous son autorité. Le procès verbal de perquisition est signé par toutes les parties, toutes les personnes en présence. Si c'était la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu,
la personne doit apposer sa signature. Si c'était son représentant, la personne doit apposer sa signature. Si c'était les 2 témoins désignés par l'officier de police judiciaire, ces personnes doivent aussi apposer leur signature. S'il y a refus de mentionner, d'apposer leur signature après avoir participé à l'opération, mention de ce refus doit être portée au procès verbal. Maintenant, on dit, si pour des raisons de nécessité, l'officier de police judiciaire doit constater une infraction, eh bien on dit il peut faire recours à toute personne qui a les compétences. Il se peut que l'officier n'a pas la compétence dans tel ou tel domaine en rapport avec l'infraction dont l'enquête de flagrance est en cours, eh bien, conformément à la loi, l'officier de police judiciaire peut faire recours à toute personne qui a la compétence. Toutes ces opérations ci-dessus citées doivent intervenir dans un temps bien déterminé, dans des horaires bien déterminés. La réponse a été donnée par l'article 54 de notre code de procédure pénale. On nous dit les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin et après 21 heures. C'est extrêmement important. C'est pas parce que la personne est soupçonnée d'avoir participé à une infraction ou bien d'avoir commis une infraction qu'on va essayer de violer la quiétude de cette personne-là. Au-delà de la commission de l'infraction, la personne reste un être humain qui a des droits inaliénables. Le respect, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie privée. Parce que d'habitude, les perquisitions s'opèrent dans des lieux privés, soit un domicile, soit un bureau à usage professionnel, ainsi de suite. Ça, c'est le principe. De 5 heures à 21 heures. On ne peut pas... C'est l'intervalle qu'on peut opérer des perquisitions. À côté du principe, il y a 2 exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est lorsque le chef de famille requiert l'officier de la police judiciaire pour venir à son domicile pour faire une perquisition ou pour faire des constatations. Eh bien, dans cette situation, le respect des horaires là vont sauter. Parce que c'est le chef de la famille qui se trouve être le propriétaire de la maison qui demande à l'officier. Donc c'est ça, on appelle une réclamation provenant de l'intérieur de la maison. La deuxième situation, c'est les exceptions prévues par la loi. Il y a plusieurs exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est en matière de terrorisme. Eh bien, en la matière, c'est l'article 605.6 de l'ordonnance numéro 2011-13 du 27 janvier 2011 qui nous dit « Les officiers de police judiciaire agissant en matière de lutte contre le terrorisme peuvent procéder à des perquisitions domiciliaires et à toute saisie en cas de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. » C'est ça la condition. Présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. Ces perquisitions et saisies peuvent être menées à tout moment et à tout lieu. Donc là, c'est vraiment une exception prévue par la loi parce que, quel que soit l'endroit, de par cette disposition, l'officier de la police judiciaire qui se trouve en présence de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste peut opérer une perquisition. Quel que soit le lieu et quel que soit l'heure. Donc ça peut être 4 heures, 2 heures, 3 heures du matin. La loi lui donne l'autorisation. La deuxième situation, c'est en matière de drogue. Mais là, il faut souligner que c'est bien encadré par la loi. Parce que
c'est l'article 119 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue qui nous donne la solution. On nous dit les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à risque ou à haut risque, ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicite des dites drogues, et dans les locaux où l'on use en société des drogues à haut risque sont possibles à toute heure du jour et de nuit. Maintenant, on nous dit elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et la contestation des infractions prévues aux articles 94 à 100 de la même loi. Tout procès verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité. Elles doivent être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou dans un appartement. Ce qui veut dire que cette loi, au-delà de l'autorisation accordée, encadre strictement cette procédure. C'est seulement pour certaines infractions relatives à la drogue que les perquisitions peuvent se faire à tout moment, de jour comme de nuit et à toute heure. Et aussi, s'il s'agira de les effectuer dans une maison servant d'habitation, l'autorisation écrite préalable du procureur de la République est indispensable. Donc, tout ça, c'est pour vraiment encadrer la liberté des personnes. C'est pour amener les officiers de la police judiciaire à respecter un tant soit peu la vie privée des citoyens. Ces procès verbaux de perquisition doivent revêtir un certain formalisme qui, en l'absence, peut amener à annuler ces 10 procès verbaux. La réponse est donnée par l'article 416 du Code de procédure pénale qui nous dit « Tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. » J'expliquais tantôt que pour certaines perquisitions, il faut la présence par exemple de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. À défaut, il faut désigner un représentant. À défaut, il faut désigner 2 témoins. Ça, c'est des formes. C'est ce qu'on appelle la forme. Si un OPJ, un officier de la police judiciaire, passe outre et dresse un procès verbal dans des conditions autres que celles prévues par la loi, eh bien, ces procès verbaux peuvent être annulés conformément à l'article 416. N'auront plus de valeur probante. Or, l'objectif, c'est cela, c'est de servir comme preuve à la justice. Donc, c'est pourquoi la forme doit aussi être respectée. Donc, tout ce que nous avions dit, c'est lorsque l'officier de la police judiciaire agit en enquête de flagrance. À côté de cette enquête de flagrance, il y a l'enquête préliminaire. Donc là, c'est prévu par le Code de procédure pénale. On dit les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment express de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé, ou si celui-ci ne sait écrire, il est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Donc, en enquête préliminaire, eh bien, la personne, au-delà de sa présence, doit donner son autorisation expresse de procéder à la perquisition. Contrairement à l'enquête de flagrance où c'est juste la présence qui est demandée et non l'autorisation. Donc,
Il y a aussi une autre situation pour les infractions militaires. Ce sont des infractions particulières qui répondent à un régime spécifique. Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas de crimes et délits flagrants, à procéder à un constat ou à une perquisition dans des établissements ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense ou dans une propriété privée où il a été commis un crime ou un délit relevant de la compétence de la juridiction militaire, il adresse à l'autorité judiciaire civile leur réquisition tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements ou propriétés privées. L'autorité judiciaire civile est tenue de déférer à cette réquisition. Donc, lorsqu'une infraction militaire est soupçonnée d'avoir été commise dans un lieu, on dit ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense. L'officier de police judiciaire militaire saisit l'autorité judiciaire civile pour requérir son autorisation. Cette autorité doit accepter l'autorisation, la réquisition et participer à l'opération pour procéder à cette perquisition. On dit en temps de guerre ou période d'exception, lorsqu'il s'agit de l'auteur ou du complice de l'infraction, les officiers de police judiciaire militaire peuvent passer outre les réquisitions de l'autorité judiciaire civile. Les perquisitions et saisies dans les établissements militaires et de leurs dépendances peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de nuit, sur prescription des autorités investies des pouvoirs de poursuite judiciaire militaire. Donc vous voyez, c'est vraiment autant d'exceptions prévues par le législateur pour amener les gens à être perquisitionnés à tout moment et en tout lieu. Tout ceci reste, je dis bien, encadré bien évidemment par la loi.